Alors je me présente, Bernard, propriétaire de la voiture depuis environ 20 ans. Opel GT 1900 de 1970. Moi Christophe, propriétaire depuis moins longtemps, depuis 4 ans, une Opel GT 1900 cm3 de 1969 celle-ci. La passion de l'automobile, ça a été tout petit. Dès que j'ai pu avoir mon permis, j'ai pu avoir une Renault 17 TS. Donc du coup j'ai pu toucher un petit peu du doigt le côté sport. Et c'est ce côté-là qui m'a plu. J'ai laissé tomber parce que la vie de famille a fait qu'il fallait trouver des véhicules faciles d'utilisation. Et puis le budget a fait que, et l'occasion a fait que, je suis tombé sur cette magnifique voiture. J'ai toujours aimé la mécanique. C'est depuis le plus jeune âge avec les mobylettes. J'aimais aussi les améliorer en mettant des carburateurs plus forts. Ensuite, je me suis acheté une petite 4 chevaux. J'ai traîné ma fiancée avec, elle était contente. Je suis passé à une Matra 530 jusqu'aujourd'hui avec cette voiture qui avait beaucoup de travail. Mais moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir beaucoup de travail puisque la tôlerie, ça me convenait. J'ai travaillé 40 heures dans la maintenance. Et puis quand je fais quelque chose, j'aime bien aller jusqu'à la source pour voir tous les détails. Le dessinateur Opel, en fait, il venait de General Motors, qui avait plus ou moins ça derrière. Pourquoi cette forme-là? Cette forme, elle est inspirée de celle-ci. Et celle-ci a été inspirée plutôt d'une silhouette féminine. On essayait de trouver un petit peu une forme sexy à la voiture. Ce modèle-là a été développé un petit peu en secret par le bureau d'études. Et ils l'ont présenté, il me semble, à un salon. Le prototype a rencontré un vif succès vis-à-vis du public. C'est vrai qu'on regarde, elle a des lignes assez douces et assez jolies esthétiquement parlant quand même. C'est une ligne qui ne vieillit pas, toujours agréable à regarder. Elle a une forme de sportive, mais elle n'a pas un moteur de sportive. Il y a aussi l'effet de place, donc du coup, c'était plutôt pour des jeunes actifs. La démarche marketing a été plutôt ciblée là-dessus. Les pubs de l'époque, c'est des jeunes, beaux gosses, bodybuildés un petit peu, avec la petite pin-up derrière. Comme nous. Si je roule en ancienne, c'est aussi pour se démarquer de tous les jours. L'Opel GT, l'avantage, c'est que ça ne court pas les rues. C'était pas pour te faire voir, ni pour se faire remarquer, mais je me suis dit, pourquoi le finir à la casse, quoi? Pourquoi pas lui redonner une deuxième vie et faire perdurer le truc. Au moment où je l'ai acheté, les gens les mettaient plutôt à la poubelle parce qu'elle rouillait. Il y en a eu beaucoup qui sont partis à la casse parce qu'en 73, il y a eu le choc pétrolier et une vignette de malade. C'est quand même un 1900, donc 11 chevaux. Combien il en reste, c'est difficile à dire. Donc je me suis dit, ça pour mon premier boulot de retraité, ça va être super. Donc je l'ai fait venir jusqu'à la maison, elle n'était pas roulante. Et petit à petit, j'ai refait les freins, j'ai refait la carrosserie en coupant les tôles qui étaient abîmées. Ça m'a permis de rouler assez rapidement avec. C'est bruyant, ça freine modérément, mais c'est rigolo. Ils ont pris un moteur de record, de cadette, dans la cylindrée pour avoir un prix raisonnable et une fiabilité. C'est un moteur de tracteur qui est dedans. Et en fin de compte, l'Opel, on est pratiquement sûr d'aller là où on veut aller. Il n'y avait pas d'Opel GT noir à la construction. C'est pas une voiture extrêmement luxueuse, donc on se permet quelques fantaisies et on peut dévier un tout petit peu sur la couleur. La peinture n'est pas d'origine, c'est un gris Winchester de chez Peugeot. Par contre, l'intérieur est d'origine. On retrouve plutôt ce type de rouge sur des voitures US, alors que ce modèle n'est pas du tout pour l'export. Il y avait 70% à peu près de production qui est partie pour les USA. Ça, c'est un modèle 100% Europe. C'est une voiture Opel, donc allemande, mais en fait toute la carrosserie a été fabriquée en France. Chausson fabriquait toute la carlingue, toute la carcasse en fait. Brissonneau s'occupait de la sellerie. L'assemblage par contre repartait en Allemagne. Il y a quelque chose d'amusant quand il y a des enfants ou des adultes. On fait pivoter les phares, c'est la seule voiture à notre connaissance
qui ont les phares qui basculent sur le côté. La particularité aux États-Unis, c'est que quand vous avez des phares escamotables, il faut qu'en 3 secondes, les feux soient allumés. Donc du coup, Opel a dû cogiter un petit peu sur le principe de comment allumer les phares en moins de 3 secondes et en gardant la forme esthétique de la carrosserie. La petite vanne entre propriétaires d'anciens, c'est comment on reconnaît un propriétaire d'une Opel GT. C'est celui qui a le bras droit le plus musclé, quoi. C'est une manette en fait, il faut pousser une manette et tirer la manette pour pouvoir rentrer et sortir les phares. Pour aborder le côté électrique, ce qu'il faut savoir, c'est que Opel a été précurseur et ils ont fait une Electra avec ce modèle-là dans les années 70. Donc du coup, la voiture électrique existait déjà, c'est pas une nouveauté en soi. On parle aussi des nouveaux carburants synthétiques, d'autres carburants que les carburants à base de pétrole. Ça peut être une ouverture. Autant laisser mourir les voitures de leur belle mort, parce que reconstruire une nouvelle voiture, ça pollue beaucoup. Ce sont des vieux modèles qui vont finalement finir par s'éteindre, malgré qu'il y ait des passionnés qui maintiennent les véhicules en état de rouler. Ce sont des véhicules qui sortent très très peu, qui ne polluent pas extrêmement. Ce pas des véhicules qu'on va utiliser tous les jours pour rouler. Donc effectivement, on a notre part d'émissions de CO2, ça on n'y peut rien là-dessus. Mais c'est un piège à carbone aussi, malgré tout. Ça a été construit il y a 50 ans et toujours pas détruite. Un petit peu, hein, elle fait un petit peu de bruit. La direction est directe, on sent bien la voiture vivre. Tableau de bord type cockpit, ça s'enjaille un peu avec le 240, hein, c'est plus un effet vendeur qu'autre chose. Il y a une sensation non négligeable de puissance par rapport à la cylindrée, avec une consommation raisonnable, puisque le moteur ne fatigue pratiquement pas. Je vais faire mes courses avec, je peux aller au travail avec, c'était le but de l'époque. Elle a été refaite, hein, donc c'était pas comme ça avant, mais pour une voiture qui a quand même 54 ans, je trouve qu'elle a une tenue de route qui est plus que correcte, quoi, en fait. Elle ne bouge pas, elle ne décroche pas, on se sent en relative sécurité. Le freinage a été refait. Patinage, l'ABS, l'ESP, tout ça on l'oublie, hein. Il va falloir anticiper un petit peu. Il n'y a aucune assistance. La direction, faut tourner les bras. À l'époque, ils avaient mis des freins à disque à l'avant et freins tambour à l'arrière, qui sont pas mal pour le poids de la caisse, du coup on se fait pas trop embarquer. Par contre ça c'est pas très funky ça. Je l'ai gardé. C'est le klaxon d'origine, mais c'est vrai que pour la forme, ça fait un peu papinou quand même. Allez. J'ai eu cette voiture depuis environ 2002 et j'ai eu des soucis, mais beaucoup de plaisir. J'aimerais bien la garder et à la limite qu'elle reste un petit peu dans la famille pour mes enfants. Ça serait un peu comme une passation, elle est née en même temps que moi, cette voiture. À 1 mois après, on a le même âge. Le jour où je serai parti, mes enfants qui rouleront avec, je serai un petit peu avec eux dans la carcasse. Voilà. Ça court pas les rues et puis c'était une forme vraiment très particulière. L'arrière, c'est clairement Corvette. Et puis l'avant, c'est vrai que ça ressemble un petit peu aux vieilles Ferrari. C'est une forme qui se démode pas, je trouve, moi. Modeste, mais harmonieuse. Le moteur, c'est un 1900 cm3 qui permettait d'avoir 90 chevaux au minimum. La conception était un petit peu rustique, mais solide par rapport au poids de la voiture. Je sais qu'un jour, je vais dépasser les 180 avec ce moteur-là. On voit ici une tringle qui agit sur les phares. Alors, il faut un mouvement assez brutal
et le phare se verrouille en position ouverte avec déclenchement de la lumière. La majorité des ouvertures de phare se font en levant et c'est une des seules qu'il y a en tournant. Autant elle a une forme un petit peu bestiale, phare baissé, mais alors là, c'est trop mimique, on dirait une grenouille un peu. Tu peux nous ouvrir ton coffre, Bernard? Oui, par l'intérieur. Comment ça, il n'y a pas de coffre sur ces voitures? Peut-être par souci d'économie, parce que mettre une porte de coffre sur une petite distance comme ça, ça augmentait le prix. Après, quand on parle de coffre, c'est plutôt un emplacement pour la roue de secours, hein, essentiellement. Et sinon, on pose les bagages sur l'assise arrière. Pourquoi une galerie? En fait, elle sert à rien. La voiture étant très sombre, j'ai estimé qu'un petit peu de brillance, ça rajoutait. Bon, c'était l'époque où on disait qu'on créait une turbulence. L'air venait à la limite pousser la voiture. Bon, il y a un embryon de Becquet qui lui va bien. Je crois qu'il y a une Ferrari qui a un arrière qui ressemble à ça. Il y a une Lotus qui ressemble à ça. C'était la ligne aussi de l'époque. Oui. Les marques aimaient bien ces 4 feux. On retrouve dans la Simca 1000, dans d'autres voitures, les Simca 1300, enfin d'autres, c'était les feux des années 60-70. Ça a été sympa cette journée avec toi, Bernard, de pouvoir présenter les Opel GT 1900 dans un beau cadre avec des jolis avions, un joli soleil et une belle équipe. Et encore merci Roots & Road pour cette magnifique journée de tournage. Merci, Roots & Road.